dialogue social, levier de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Je vous propose de vous en présenter le sommaire brièvement. Alors déjà, le premier point qui sera abordé, la SQVCT, de quoi parle-t-on? Avec une intervention d'Harmonie Mutuelle et d'Alteris. Et ensuite, nous ferons un retour et un zoom sur une action partenariale URIOPS-ARACT avec une intervention respective de l'ARACT d'URIOPS et un témoignage de l'association Santé Aujourd'hui. On réservera un temps en fin d'atelier pour les échanges, les questions, les interrogations, d'éventuels témoignages. Et donc, on va vous demander peut-être de prendre des notes ou de noter vos questions au fur et à mesure de nos interventions respectives pour pouvoir échanger dans le dernier quart d'heure de cet atelier. Donc, peut-être faire une petite présentation des personnes qui vont passer au fur et à mesure. Alors, je vais faire une présentation dans l'ordre chronologique d'intervention. Donc, Magali Ollier, chef de projet en santé au travail, Harmonie Mutuelle. Bonjour. Magali Dubois-Will, chargée de mission ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Pascal Bertocchi, directeur général des établissements et services Alteris. Et Michel Monnier, président de l'association Santé Aujourd'hui. Et moi. Et toi, tu es Gaëtane Barraud. Gaëtane Barraud, conseillère technique droit social à l'URIOPS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, avant de commencer, peut-être présenter le sujet, en tout cas la problématique du sujet. Donc, comme vous le savez, les associations du secteur sanitaire, social et médico-social sont confrontées à une crise d'attractivité des métiers. Et donc, elles font face à plusieurs défis humains, organisationnels, qui se manifestent notamment par des difficultés de recrutement, un turnover élevé. Donc, dans ce contexte, la qualité de vie et les conditions de travail constituent l'un des moyens de la nécessaire fidélisation des salariés. Donc, on est parti d'un postulat qui est le développement du dialogue social au sein des associations, donc devient déjà un enjeu. Et le postulat, c'est de dire que la qualité du dialogue social est un levier incontournable de la qualité de vie au travail et réciproquement, la conduite d'une démarche QVCT implique nécessairement de prendre appui sur le dialogue social. Donc, autrement dit, la qualité de vie et des conditions de travail constituent un levier pour une attractivité pérenne des structures du secteur, mais l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail nécessite une qualité du dialogue social et des relations professionnelles et des démarches QVCT implique nécessairement au retour de prendre appui sur le dialogue social. Voilà les forces de cet atelier. Donc, je vais laisser la parole à Magali Ollier d'Harmonie Mutuelle. Merci beaucoup. Alors, je préfère être sur le premier. Si ça ne vous ennuie pas. Donc, alors, peut-être juste 2-3 mots. Moi, je fais partie effectivement du pôle santé et qualité de vie au travail de Harmonie Mutuelle ESS. Harmonie Mutuelle ESS, 2-3 mots, c'est mutuelle de prévoyance dédiée à l'économie sociale et solidaire. Donc, on travaille depuis toujours avec les structures de l'ESS et le pôle dans lequel je travaille, donc le pôle SQVCT, on pourrait même faire évoluer le terme. C'est un pôle qui accompagne depuis quasiment 15 ans maintenant, au départ nos adhérents, et puis de manière plus large, maintenant les structures de l'ESS dans d'autres cadres de financement, notamment le HDS, sur des questions de santé au travail, de prévention des risques professionnels, d'amélioration de la qualité du travail, etc., etc. D'abord sous des formes d'expérimentation, et puis maintenant, de manière beaucoup plus, on va dire, personnalisée, adaptée, du sur-mesure à chaque fois lorsqu'on est sollicité par une structure de l'ESS. Alors, ce que je vous proposais pour démarrer,
On parle de dialogue social et de levier de la SQVCT. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un tout petit focus, mais rapide, évidemment. Je ne vais pas non plus vous plomber sur de quoi on parle quand on parle de SQVCT. Voilà, donc quelques repères, on va dire, pour les partager ensemble. Moi, j'ai choisi de vous évoquer 2 éléments, c'est-à-dire le fait d'avoir en tête que quand on parle de travail, le travail, c'est jamais une simple exécution, au sens taylorien du terme, c'est-à-dire que quand on travaille... Pardon, excusez-moi juste... Gaëtan. Voilà. On fait face toujours à des situations de grande variabilité. Toutes les situations de travail, en fait, font face à des... Enfin, en tous les cas, renvoient à des aléas du travail, notamment dans vos secteurs d'activité où vous travaillez avec de l'humain qui est par nature imprévisible, que vous êtes toujours face à des changements et donc à s'adapter à des changements. Donc, travailler, au sens général et particulièrement dans vos secteurs, c'est toujours s'adapter et c'est souvent des adaptations invisibles. Donc, ça ne se voit pas. Et le coût que ça peut avoir en termes de santé, ça ne se voit pas non plus. D'où l'idée aussi que souvent la qualité des prestations réalisées, c'est-à-dire la qualité de l'accompagnement des publics dans vos secteurs, ne reflète pas le coût humain. Voilà, c'est deux aspects que je voulais réévoquer avec vous parce que à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire du lien entre santé et travail ? Alors, pareil, il y a un peu 2 postulats qui s'appuient sur des études sur le sujet maintenant depuis longtemps. Un premier postulat, c'est de dire qu'il y a une relation de cause à effet entre les conditions de réalisation de l'activité de travail et la santé des professionnels, la santé des salariés au sens large. Donc, causalité directe entre conditions de travail, conditions de réalisation de l'activité et santé. Ça, c'est le premier postulat. Deuxième postulat, c'est de dire que dans le travail, heureusement, il y a des ressources, il y a des appuis, il y a des choses qui vont bien. Le travail est aussi source de plaisir. Les ressources, elles favorisent les retombées positives, elles favorisent la santé, le bien-être, et puis évidemment toute la gamme du champ autour de la question de la motivation, de l'engagement, de la créativité dans le travail. Donc ça, c'est un élément qui est important à avoir en tête. Mais aussi, bien sûr, dans le travail, il y a des exigences, il y a des contraintes, il y a des fortes exigences. Et ce sont ces contraintes qui vont venir renforcer les effets délétères. Et en fait, ces 2 processus sont distincts. Ouais, c'est repris ici. Donc, quand il y a des ressources, on est en santé au travail. Et quand il y a des contraintes, c'est là où va venir effectivement se développer une dégradation de l'état de santé, mais une dégradation également des collectifs de travail, des relations de travail. C'est là où va venir se nicher les conflits, les clivages parfois au sein des équipes. Et puis évidemment aussi, ça va avoir des incidences sur le travail en tant que tel, donc sur l'accompagnement des usagers. Là, on peut même avancer, Gaëtan, sur plusieurs sujets. Donc, souvent, ce qu'on considère, c'est que les questions de santé au sens large, mais même les questions qui plus est au travail, de santé au travail, c'est finalement des équilibres d'une certaine manière. Alors, c'est mieux quand il y a plus de ressources que de contraintes, mais souvent, c'est des équilibres entre des contraintes dans le travail et des ressources que l'on peut retrouver, que ce soit à travers le collectif, la relation managériale, le sens, l'utilité, le contenu, l'intérêt du travail. Et c'est ça qui va faire qu'on va être en santé et en qualité de vie au travail. Quand il y a des déséquilibres, donc plutôt du côté des contraintes, c'est là où effectivement les situations de travail vont se dégrader et ça va avoir un impact sur la qualité de vie au travail et la santé au travail. C'est là où va se développer du coup des manifestations de l'exposition à des risques pour la santé des professionnels et puis dégradation également socialement parlant, dégradation des collectifs avec les tensions internes, les conflits, etc., etc. Voilà, on est dans une boucle ensuite, on va dire, cercle vicieux. Plus on est en déséquilibre, plus il y a des contraintes, plus on va mal, plus on est en arrêt maladie. Et plus on est en arrêt maladie, plus on est moins pour faire le travail. Et donc, effectivement, on est dans une boucle non vertueuse, vicieuse, on va dire. Voilà, quelques premiers mots sur des éléments de repère qu'on voulait un peu partager avec vous. Et on peut avancer. Alors, là aussi, rapidement, de rappeler qu'il y a un certain nombre de déterminants qui vont agir sur les questions de santé au travail, qu'on retrouve dans le travail. Je les ai repris ici.
Bon, c'est le fameux un peu qui, quoi, quand, comment, où, hein, que vous connaissez peut-être. C'est une méthode technique assez classique d'interrogation et d'investigation dans le travail, de rappeler que il y a des déterminants à la fois organisationnels et relationnels. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une approche du lien entre santé au travail et organisation. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le travail, l'organisation du travail et la santé. Donc, pour agir en santé, il faut agir sur l'organisation du travail et sur les relations de travail, et notamment tout ce qui est management, animation des équipes, porté par l'encadrement. Voilà, donc là, ici, on a des déterminants qui sont larges. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais l'idée, c'était de rappeler... L'idée, c'était de rappeler l'importance, quand on veut agir en santé au travail ou en qualité de vie au travail, eh ben, il faut agir sur ces déterminants organisationnels et relationnels. Et puis, donc ça, ce sont des déterminants locaux, c'est-à-dire qu'on trouve à l'échelle des structures, au niveau des établissements, des services, des équipes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des macro-déterminants de ces situations de travail, qui sont plus éloignés du terrain, que vous connaissez bien sûr, mais ce sont donc tous les éléments qui agissent quand même malgré tout sur les questions de santé. C'est lorsqu'on parle de l'évolution des politiques publiques que vous rencontrez, l'évolution des publics. Parfois, les profils que vous accueillez ne sont pas les mêmes qu'il y a 10, 20 ans. Et donc, évidemment, l'évolution de ces profils va avoir une incidence sur la réalisation de l'activité, l'évolution des objectifs de vos activités, donc en lien avec les politiques publiques, mais pas que. Ça peut être aussi des nouvelles stratégies, des nouvelles orientations associatives ou d'établissement. Les évolutions des attentes institutionnelles, évidemment. Et puis, on regarde l'évolution des moyens qui vous sont attribués, que ce soit budgétaire, l'évolution également réglementaire. Tous ces éléments-là sont plutôt des macro-déterminants, mais qui ont une incidence sur la réalisation de l'activité. Donc, c'est plus difficile d'agir sur ces déterminants, quoique, mais ça se situe davantage plus au niveau politique, alors que sur les précédents qu'on a évoqués, c'est-à-dire les déterminants organisationnels et relationnels, là, il y a des marges de manœuvre au niveau des structures. Voilà. Alors, voilà, c'était un petit rappel, on va dire, pour partager quelques repères en santé au travail un peu rapides, parce que l'enjeu, c'est quand même de revenir sur le dialogue social comme levier de la SQVCT. Mais voilà, comme ça, on partage. Et ce que je voulais également partager avec vous, c'était quelques éléments d'enjeu de ces questions de SQVCT, donc santé, qualité de vie et conditions de travail maintenant dans l'économie sociale et solidaire à travers un baromètre. Les résultats, quelques résultats de notre baromètre sur la qualité de vie au travail dans le secteur. Harmonie Mutuelle conduit depuis 2013 maintenant son baromètre sur la qualité de vie au travail dans vos secteurs d'activité. C'est un baromètre global, national, tous les 3 ans. Et donc, le dernier que nous avons conduit, peut-être que vous y avez participé, c'était en 2022, fin 2022. Donc, les résultats, on les a eu en 2023. Et donc, on a quelques éléments à partager avec vous pour vous montrer les enjeux qu'il y a dans le secteur en matière de santé et qualité du haut travail. Alors, première donnée, pareil, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, il y a 2-3 slides, c'est juste pour partager des éléments. Alors, on a posé la question de savoir sur une note entre 0 et 10, quel est votre sentiment de qualité de vie au travail? Et donc, on a une moyenne nationale qui est à 6,3, tout statut confondu. Donc, 6,3 sur 10, c'est moyen. Voilà, on pourrait le qualifier effectivement de correct. C'est ni très bon, ni mauvais. C'est une note. Alors évidemment, l'intérêt, c'est d'en voir un peu la perspective sur le temps. Donc, de voir justement, est-ce qu'elle a évolué cette note, est-ce elle s'est dégradée ou pas. Donc, je vous propose de voir les précédentes notations des précédentes éditions 2013, 2016, 2019. Et donc là, vous avez les résultats à la fois pour les salariés et pour les dirigeants. Donc, pour les salariés, c'est quand même assez stable. On était à 6,3 sur 10 en 2013. Aujourd'hui, on est à 6,2 pour les salariés.
3 tout à l'heure, c'était parce que c'était général pour tous les statuts. Donc 6,2 en 2022, donc fin 2022, début 2023, c'est stable. Là où c'est intéressant, c'est l'atout des questionnaires comme ça sur plusieurs années, c'est de voir s'il y a des ruptures, des évolutions ou autres. Pour les dirigeants, il y a quand même une baisse significative du sentiment de qualité de vie au travail depuis 2013, puisqu'on passe de 7,4 à 7 sur 10. Voilà, donc ça donne des tendances, ça dit pas, ça explique pas pourquoi les professionnels ont répondu cette notation, mais ça donne quand même quelques éléments de repère, notamment le fait qu'il y ait un sentiment de dégradation. Et effectivement, on a posé la question de savoir, Gaëtan, je te laisse passer la prochaine slide, de savoir donc si au cours de ces dernières années, si votre qualité de vie au travail s'est dégradée ou au contraire s'est améliorée. Donc là, moi, je vous ai repris juste cette première question. Et il se trouve qu'on a quand même 46,4% des salariés, 40,2% des dirigeants de l'ESS qui considèrent que la qualité de vie au travail s'est dégradée. Ce n'est pas rien, hein, ça veut dire quand même qu'effectivement, c'est un sujet. Donc après, il faut évidemment creuser sur les éléments de réponse. Et là, pareil, dernière slide sur quelles sont les raisons de ce sentiment de dégradation. Donc on a posé la question, les principales raisons de la dégradation de la QVT chez les salariés. Alors là, on a fait la distinction entre cadres et non-cadres. Donc pour les cadres et les non-cadres, la première raison est en lien avec les changements organisationnels. Alors évidemment, selon la position qu'on a dans une structure, les raisons de manière beaucoup plus fine ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque quand même dans les structures, c'est quand même l'encadrement qui souvent doivent porter ces questions de changement, doivent même parfois les impulser, doivent les conduire, doivent les accompagner. Donc ils ont une autre position, une autre posture que les salariés non cadres. Mais pour autant, vous voyez que pour ces deux statuts-là, c'est quand même la raison pour laquelle ils ont le sentiment d'une dégradation de leur qualité de vie au travail. Donc ce que ça veut dire pour nous, en termes de repères, d'indicateurs, c'est qu'il faut bosser avec vous sur ces questions de changement, d'accompagnement et de conduite de changement. Deuxième point, c'est la rémunération, notamment pour les non-cadres. Troisième élément de dégradation, c'est la question de l'ambiance de travail au sein des équipes. Voilà. Après, je ne décline pas. Je trouve que ce qui était plus important, c'était de cibler la raison, la première raison du sentiment de dégradation de la QVT chez les professionnels de l'ESS. Voilà. Donc, petit zoom sur les résultats de notre baromètre qui donne des orientations et des sujets peut-être prioritaires sur lesquels travailler sur ces questions. On avance ? Voilà, donc on avance encore un point donc, sur, au regard donc, de ces premiers éléments, de ces enjeux qu'il y a en matière de SQVCT dans l'ESS, on arrive un peu à notre sujet du lien entre dialogue social et ces questions-là. Moi, ce que je voulais rappeler, c'était du coup l'importance de structurer une démarche préventive ou de santé, qualité de vie au travail, de structurer une démarche justement pour pouvoir agir réellement, concrètement, de manière pérenne sur ces sujets-là. Et juste, on va voir, dans cette structuration-là, l'enjeu, c'est de montrer l'importance d'associer les différents acteurs de la prévention des structures, que sont donc, bien sûr les employeurs, les dirigeants, les directions opérationnelles et les représentants du personnel. On rentrera un peu plus dans le détail à travers l'expérimentation. Là, rapidement, une démarche de prévention, ça a des étapes, ça a des acteurs, ça a des enjeux et surtout, je trouve que visuellement, le schéma comme ça circulaire montre que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ça doit s'inscrire dans la vie d'un établissement, une démarche de SQVCT.
Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de principes et de conditions pour que ça fonctionne. Alors, je ne dis pas ça comme ça ex nihilo, c'est parce que ça fait 15 ans qu'on bosse avec les structures de l'ESS et on voit bien que lorsqu'on bosse avec les structures, c'est souvent dans un cadre paritaire que ça fonctionne bien. Et alors, du coup, on peut passer à la suite. Voilà, je vous ai repris des principes et des conditions d'une démarche réussie, on va dire, de SQVCT. Donc, il y en a 6 de conditions ou de principes. La première, c'est le fait que la démarche, elle soit pilotée, c'est-à-dire qu'il y ait un pilotage construit, durable, au sein d'une structure. Donc, ça, c'est important. Quand on veut structurer quelque chose, il faut que ce soit piloté et qu'il y ait une instance dédiée. Alors après, peu importe laquelle, ce que je disais, voilà, c'est que ça s'appuie sur des expérimentations qu'on menait avec les structures. Et donc, quand les structures mettent en place une instance dédiée, ou travaillent avec le CSE ou la CSSCT, d'ailleurs, peu importe, en tous les cas, une instance qui va parler, qui va traiter de ces sujets-là, qui va investiguer et qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans la réalité du travail pour trouver des solutions pérennes. Donc, un pilotage. Autre élément important, c'est qu'une démarche, et ça peut paraître pas forcément très instinctif, mais elle doit être menée en interne. C'est-à-dire que ce qu'on a perçu, ce qu'on a vu, c'était que quand les structures sollicitaient des gens extérieurs, des consultants, des experts, alors certes, ils apportent leur intérêt, leur connaissance, mais bien souvent, ça s'arrêtait là. Donc, ce ne sont pas des démarches de prévention et d'amélioration, c'est plutôt des démarches un peu dans l'urgence, pompier, et au final, les structures ne s'approprient pas les méthodes et les outils et ne continuent pas leur démarche. D'où l'importance de conduire une démarche en interne avec des professionnels pour justement pérenniser. Et donc, d'où la troisième condition, c'est que la démarche, elle doit être durable, elle doit s'inscrire dans le temps, dans la vie de l'établissement, de l'association, des services, comme d'autres sujets. Voilà, la SQVCT doit être aussi un sujet qui relève de la vie d'une structure. Donc, ça s'inscrit effectivement dans la durabilité. Quatrième principe, c'est une démarche qui doit être paritaire. Ça aussi, ça fonctionne comme ça ne fonctionne que comme ça pour avoir travaillé avec des structures, que des dirigeants ou pour avoir travaillé pour les représentants du personnel. Si on n'associe pas tous ces acteurs de la prévention, pourquoi ? Parce que ils ont des regards différents, ils ont des approches différentes, une connaissance du terrain aussi différente. Donc il faut mettre en partage, confronter ces éléments-là dans l'instance justement évoquée. Donc la démarche, elle doit associer l'ensemble des acteurs de la prévention. Et puis 2 éléments très importants, c'est qu'une démarche SQVCT, elle doit associer les salariés de bout en bout, du début jusqu'à la fin, tout du long. On les sollicite, on va investiguer auprès d'eux, on va les interroger, on va les observer, on va analyser, on va trouver des solutions, évidemment avec eux. Ce sont les salariés eux-mêmes qui connaissent l'activité de travail et qui sont les plus à même de trouver des éléments de solution, de prévention et d'amélioration. Donc, on doit associer les professionnels à chaque étape. Et dernier élément, la démarche doit s'intéresser aux situations de travail précises, concrètes, pour trouver justement des éléments de solution précis. C'est-à-dire que partir, par exemple, il y a un malaise dans ma structure ou il y a de la souffrance au travail, c'est souvent un peu ce que les professionnels, les interlocuteurs avec lesquels on travaille, qui parlent de ça. En fait, quand on parle de risques psychosociaux, par exemple, c'est de la souffrance, c'est du stress. Oui, mais c'est très flou. Qu'est-ce qu'on fait avec moi, mes professionnels, ils sont en souffrance. On ne fait pas grand-chose. Donc, pour arriver à trouver des solutions d'amélioration, il faut travailler sur des situations très concrètes, des situations de travail précises, dans un lieu précis, dans lesquels il y a des interlocuteurs précis qui font une tâche précise. Et c'est en creusant donc la réalité de l'activité qu'on va pouvoir trouver des solutions adaptées. Voilà, d'où le fait de dire que c'est important de se tourner vers le travail réel et pas que sur la prescription, sachant qu'il y a toujours un écart entre la prescription et la réalité du travail. Donc, toute démarche SQVCT d'amélioration des conditions de travail, en fait, on parle de la même chose, doit associer les professionnels. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas s'arrêter à ce que doivent faire les prescriptions, les procédures, etc. On doit faire un détour par le réel du travail.
Et d'où l'importance de faire participer, solliciter les professionnels. Et rien que ça, c'est finalement un acte de prévention, c'est-à-dire leur poser la question par le biais de questionnaires, par le biais d'un baromètre, par exemple. Alors, on n'a pas tout dit avec un baromètre, on a surtout des données. Maintenant, il faut aller approfondir de manière plus fine, plus qualitative, mais de poser la question aux professionnels de savoir c'est quoi leurs contraintes, c'est quoi leurs ressources, c'est quoi leurs éléments d'insatisfaction, c'est quoi leurs éléments de satisfaction, déjà, vous avez plein de matières et vous pouvez essayer d'améliorer les choses. Voilà, donc il y a évidemment plusieurs modalités de recueil, pas dans le détail, ça c'est de la méthodo, et puis si vous voulez prolonger ce travail avec nous, on est à disposition. Voilà pour cette première partie un peu introductive sur de quoi on parle sur la santé et la qualité du travail, et puis les enjeux dans l'ESS, et surtout comment on structure ces questions-là dans le cadre d'un travail un peu partagé au sein d'un établissement ou d'une association. Merci Magali. Alors, pour la suite de notre atelier, on va vous proposer effectivement le témoignage de l'association Alteris, en la personne de Pascal Bertocchi, association qui a participé dès 2021 à une action sur laquelle on reviendra un peu plus tard, sur effectivement le dialogue social qui était en partenariat URIOPS-ARACT. On reviendra aussi sur ces aspects-là. Peut-être je vais rapidement laisser la parole à M. Bertocchi. Lorsque l'action a démarré, où en étiez-vous au sein de l'association Alteris? Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'association Alteris? Il faut prendre le micro parce que c'est enregistré. Heureusement, ce n'est pas filmé. Enfin, pour moi. Il y a quelques petits repères historiques parce que c'est intéressant parce que nous sommes deux associations très différentes et pourtant il y a des communs et puis il y a forcément des grosses différences. Alteris, c'est une association qui a été créée en 2011, qui était la fusion de deux associations, donc c'était déjà quelque chose de novateur puisque ce n'était pas une qui reprenait l'autre, c'est deux qui s'effaçaient pour en faire une nouvelle. Ça recouvrait un centre d'hospitalisation de 78 lits, un pôle enfants en situation de handicap avec 240 places, ITEP, IME, un pôle protection de l'enfance regroupant 10 agréments, MEX, foyer, alternative au placement, etc., de 300 places et 450 salariés. Les objectifs principaux de cette fusion, c'était de développer la qualité en harmonisant les pratiques. Deux associations aux pratiques éducatives, organisationnelles très différentes. Il y avait une volonté de venir en appui ou en soutien dans le département du Puy-de-Dôme à des associations partenaires qui pourraient connaître à des moments des faiblesses. Donc il y avait déjà une idée de développement aussi si c'était nécessaire. Et puis il y avait aussi la nécessité d'unir les moyens des sièges sociaux pour conduire l'accompagnement de la démarche. Les dirigeants, les gouvernants très présents dans cette association avaient bien compris que les injonctions des pouvoirs publics à grossir allait forcément à un moment perturber nos organisations. Et puis, il y avait dans cette association, et je dis il y avait parce que quand je suis arrivé, était engagé un dialogue social très fort, puisque les conventions collectives avaient été dénoncées, qu'un accord de substitution avait été mis en place. Donc, tout le monde commence à lever les yeux au ciel, parce que, et on a négocié et quasiment réussi une convention collective unique. Voilà. Qui n'est pas étendu, qui n'est pas répandu. C'est juste un petit clin d'œil, mais pour arriver à convaincre les trois syndicats de salariés et un syndicat de cadres à dénoncer les conventions pour négocier un autre, il y avait vraiment une culture de dialogue social. C'est un travail qui a duré 4 ans, qui a commencé en 2012, quand l'association s'est mise en activité, et qui a été signé en juin 2016. A priori, on n'avait pas de problème de culture à ce niveau-là, de culture du dialogue social. Par contre, il y a eu une impossibilité durant cette période de trouver un outil commun pour établir un diagnostic sur la pénibilité. Vous savez, 2014, les directs de pénibilité, etc., on s'en empare, ça ne marche pas. On a 370 réponses à nos questionnaires. Les syndicats n'adhèrent pas à l'analyse qui en est faite. On va avec la médecine du travail, on fait de nouveau une étude sur les risques psychosociaux via la grille de lecture de la médecine du travail, méthode scientifique. Ça ne marche pas plus. Les syndicats n'adhèrent pas
Et je dirais en même temps, les directeurs n'adhèrent pas non plus aux résultats. Et puis, vous savez que le climat social en France se dégrade progressivement. Et il y a une perte de confiance progressive entre 2018 et 2020. C'est la période des Gilets jaunes. Et à ce moment-là, les syndicats se font dépasser par leur base. Alors, dans notre association, ce n'est pas le cas, mais il n'empêche qu'il y a une surenchère des ronds-points qui vient concurrencer le classique dialogue social. Et donc, progressivement, s'installe une perte de confiance parce que si les Gilets jaunes obtiennent des choses dans notre association, les syndicats, en dehors du fait qu'on est toujours autour de la table, on a une négociation annuelle obligatoire qui dure 8 mois. On se voit tous les mois pour discuter des sujets et avancer. Et donc, je n'arrive pas d'une part à trouver cet outil d'analyse de notre pénibilité, parce que pour le moment, on l'appelle comme ça. Et je trouve qu'on perd de plus en plus de relations, alors qu'on se disait les choses, on se les disait. Et là, si on ne s'engueule pas, on est quand même dans des positions beaucoup plus crispées. Et je n'incrimine pas les syndicats, on se retrouve dans des positions plus crispées, de part et d'autre. À ce moment-là, l'URIOPS et l'ANACT décident de monter quelque chose. Il me faut quasiment 1 an pour convaincre les syndicats d'étudier la position. Il faut autant de temps et en même temps pour convaincre les directeurs qu'il faut s'y mettre. C'est un peu plus facile du côté de la gouvernance. Et finalement, on a un accompagnement pour renouer les liens du dialogue social. Et de manière concomitante, on a de plus en plus de plaintes sur la pénibilité. Alors, petit à petit, le terme s'efface pour les risques au travail, et puis va émerger à un moment la QVT. Pas encore la QVCT, ni la SQVCT. Harmonie a une lettre d'avance sur nous, mais petit à petit, c'est en train de se parler différemment. Comme on a renoué le dialogue social dans cette commission de travail, comme cet accompagnement nous a permis d'être plus fluide, qu'on est toujours autour de la table, il n'y a jamais de rupture, on signe en moyenne 3 à 4 accords par an, mais il n'empêche que fondamentalement, il nous manque un accord sur ce que j'ai appelé, dès ma prise de poste, être bien au travail. J'ai toujours banni le terme de bien-être, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les balnéothérapies, avec les moments de plaisir, etc. Être bien au travail, ça n'empêche pas qu'il y a des efforts à faire. Mais si les efforts débouchent sur des résultats, eh bien, on est bien au travail, malgré les efforts qu'on a pu faire. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire ? On devait, puisqu'on dialoguait mieux, mais qu'on ne produisait rien de très concret sur quelque chose qui était de plus en plus fondamental, on a décidé d'initier une méthode pour réaliser un diagnostic sur la QVT, qui devient en cours de route la QVCT. Et ça, c'est à partir de quelques convictions. Je reviens, être bien au travail, c'est fondamental. Ça ne signifie pas qu'on ne fera pas d'efforts. D'ailleurs, nos salariés ne demandent pas de faire d'efforts. Je vis actuellement des situations très pénibles avec des jeunes filles qui sont complètement en danger, qui sont complètement malheureuses, qui sont complètement en souffrance. Il y a des salariés qui disent « Nous, on est à vos côtés pour monter des projets exceptionnels avec des gamines exceptionnellement traumatisantes et traumatisées. » Et il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui disent « On est volontaires. » Donc, n'allons pas dire qu'ils n'ont pas envie. Allons dire qu'on n'a peut-être pas su, nous, leur apporter toutes les conditions pour qu'ils le fassent avec un minimum de sécurité. D'ailleurs, on prend des tas de sports où les gens font des efforts énormes. Je prends les marathoniens. Il faut courir 40 bornes 3 fois par semaine et on ferait aller se dépouiller pour le courir en moins de 3 heures. Le marathonien trouve son plaisir dans cet effort. Donc, nous avons des salariés qui ont envie de faire des efforts. Mais pour autant, nous ne sommes peut-être pas, nous, en tant qu'employeurs, suffisamment bien armés pour comprendre comment on peut les accompagner dans cette prise d'effort. Il n'y a pas de changement important sans information. Ça, c'était aussi notre conviction. Sans information, sans concertation, sans négociation, sans consultation des instances représentatives du personnel. Et si elles ne sont pas celles qui permettent aux salariés d'être les intermédiaires, ces fameux corps intermédiaires qu'on a eu tendance à vouloir réduire, comme on a voulu réduire le rôle de nos associations. Si on réduit le rôle des syndicats, simplement être des chieurs, on n'arrivera pas. Ça doit aller nettement plus au-delà. Pour réussir, et je reviens à ce qui a été dit, mais nous on l'a fait, on a impliqué la gouvernance par sa présence physique. On a eu 3 administrateurs quasiment en permanence qui étaient dans ce groupe de travail
de ce groupe de diagnostic de la QVCT. Il fallait impliquer la dirigeance parce que sans les directeurs ou les directrices, on n'avance pas. C'est quand même eux qui sont les relais sur le terrain. On a dû passer de la relation les syndicats, c'est un mal nécessaire, quoi. OK, non, c'est des partenaires sociaux. Donc, si on dit partenaire, ça veut dire partenariat. Alors, quand on dit qu'on a envie d'être partenaire des pouvoirs publics et qu'ils nous traitent comme de la... Eh bien, si on fait pareil avec les syndicats, eh bien, on a les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en opposition. Et puis, il faut impliquer les cadres intermédiaires. Et ça, pour moi, ça a été une grande nouveauté. Mais j'ai eu un bref passage de cadre intermédiaire et je trouvais que la direction ne m'en donnait pas beaucoup mon avis. Or, c'était moi qui me le cognais, la mise en œuvre de son avis. Donc, les cadres intermédiaires sont indispensables. Donc, on a eu un comité qui était quadripartite, 4 collèges, 3 personnes dans chaque collège, qui sont venus discuter, travailler et commencer à vouloir élaborer une méthode. Et il a fallu aussi, parce qu'on ne peut pas être dans le travail social ou dans le soin sans être convaincu que la présence d'un tiers est nécessaire. Il faut donc se faire accompagner intelligemment. C'est pour ça qu'on a recouru de nouveau à l'Uriops et à l'ARACT, et principalement à l'ARACT, et principalement à Magali. Alors, je ne dis pas ça pour qu'elle baisse les tarifs, hein, entendons-nous bien, mais moi j'ai apprécié de pouvoir tenir ma place de directeur général des établissements et services et de ne pas être un peu partout, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la régulation, de la médiation, qui savait faire le pas de côté, qui des fois a pris son ordre du jour, l'a mis dans sa poche et dit « Bon, j'ai compris, hein, ce jour-là, on ne va pas être dessus. » Mais elle nous a fait faire plus important, c'est-à-dire tout un peu de pas de côté, pour qu'ensuite on se remette ensemble pour créer quelque chose. Donc ça, c'est important parce que quand on a tous, comme ça a été dit tout à l'heure par Harmonie, quand on a tous des grilles de lecture différentes, il y a un moment, il faut quelqu'un en qui on ait confiance, qui nous permette de faire ce pas de côté. Et ce n'est pas le consultant à 15 000 balles ou la journée à 1 000 balles. Avec Magali, on bosse depuis 2021 ensemble. Et elle va continuer d'être ce tiers pendant un certain temps. Alors, je ne sais pas tout le temps, mais elle va continuer d'être ce tiers parce que l'ensemble des protagonistes, des acteurs, lui font confiance non pas pour trouver les solutions qui nous appartiennent, mais parce qu'elle est le garant de l'espace de parole qu'on a décidé de se créer suivant un certain nombre de règles. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais ça lui a été à des moments sportifs, un peu marathonienne dans l'âme, je pense. Les éléments de la réussite de cette démarche. Je l'ai dit, je le répète, un accompagnateur testé, parce que tout le monde l'a testé. Vous savez, comme l'éducateur qui arrive le premier jour dans un groupe de gamins, ou l'infirmière qui arrive dans un cantou. Allez. Ah non, mais il tient la route, ça va, on est rassuré, ça peut continuer. Donc Magali a été testée et éprouvée dans toutes les acceptations du terme, par toutes les parties. Donc ça, c'est important pour nous, et c'est parce que par l'Uriop, on a connu l'ARACT. Et on connaissait, mais c'était pour l'industrie, ces gens qui font du pognon. Pas du tout. On a pu voir qu'ils avaient des méthodes et qui nous permettaient de nous transcender. Ils nous ont permis d'adopter une méthode scientifique, à s'approprier ce qu'on appelle la gestion des perspectives sociales, qui est un outil à base de questionnaires, aussi bien adressés aux salariés, mais le groupe de travail aussi a fait une démarche ludique. C'est vrai qu'on s'est bien marré. On a sûrement dépassé les temps qui est marqué dans la méthode, il faut le faire, mais on l'a fait parce qu'il fallait s'approprier cette méthode pour faire un état des lieux. Quand les 4 protagonistes, les 4 collèges viennent dire « Oh ouais, non mais ça, si on le fait. » Ah bah ouais, on le fait. Ouais, tous les ans, on négocie les salaires. Bon, on n'obtient pas grand-chose, mais non, mais on se le dit, on s'ouvre à ça. Hein, tous les ans, on fait des bilans sociaux, on les commente. Ouais, mais enfin, ça pourrait être mieux. OK. Ça peut être mieux? Oui, d'accord. Donc, on fait et ça peut être mieux. Et on s'aperçoit que sur les 48 items, nous, on en a inventé 4 de plus, juste histoire de casser les pieds à Magali, parce qu'on devait affirmer notre identité, nom de Dieu, quand même. On a trouvé 52 thèmes sur lesquels on a posé un diagnostic commun. Et ça, c'était fondamental. Le questionnaire qu'on a adressé ensuite à l'ensemble des salariés, anonymés, traités par l'ARACT, offrir toutes les garanties possibles, c'est un questionnaire qu'on peut amender à la marge. À la marge. Sinon, il perd sa rigueur scientifique, mais il n'empêche qu'à la marge, on peut l'adapter un tout petit peu. Par exemple,
on s'est quand même rendu compte que la question de « êtes-vous satisfait de la participation que vous touchez à la fin de l'année ?» Quand on a cumulé les déficits qu'on a cumulés ces dernières années, enfin, bon, je ne sais pas, hein, je pense que c'est nickel pour vous, mais nous, on a cumulé quelques déficits. Hein. On gère un hôpital, donc forcément, ça gagne du pognon, l'hôpital. Hein, tout le monde est au courant. La question de la participation, les salariés ne l'ont pas compris parce qu'eux, ils pensaient à la participation à la décision, pas à la participation au fric. Donc, ils ont répondu à côté, mais on s'en est rendu compte qu'après. Donc, on a beau amender, il y a des moments où on a aussi nos limites. Mais en tous les cas, la question, et ça a été bien évoqué ce matin par M. Rosanvallon, il y a la question de la mesure, l'objectivation, puis il y a la question du ressenti. Pour ma part, j'étais de manière assez traditionnelle plutôt du côté de la mesure. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'économie de prendre en compte réellement les sentiments, les affects, les ressentis. Et même s'ils ne sont pas rationnels, parce qu'ils n'ont pas ma rationalité, parce qu'il n'y a que moi qui suis rationnel, parce que c'est comme ça que je pense, donc tout le monde devrait penser comme moi, ça faciliterait le boulot de tout le monde, ça s'appelle après un goulag. Et c'est efficace. Hein, on tue comme ça toute opposition. Mais si on veut effectivement mettre en avant les principes du travail éducatif, du travail social, on est complètement dans ce dialogue-là. Oui, on n'est pas d'accord. Oui, on ne doit pas remplir à la place. Oui, on ne doit pas remplir et penser à la place des syndicats. Ils pensent comme ils ont à penser. Ils ont leurs enjeux aussi. Et donc, c'est extrêmement complexe quand vous êtes un dirigeant, que vous êtes là pour diriger, qu'à des moments, vous sentez qu'il y a des urgences et que même s'il y a des urgences, vous ne décidez pas à la place de l'autre. Il ne faut pas se précipiter. Il faut faire des allers-retours. Il faut laisser du temps aux protagonistes pour s'exprimer. Et surtout, après qu'on a fait tout ce travail, il faut restituer les résultats publiquement. Aussi difficile que ça soit un moment, quand on gère une boîte, pendant 10 ans, de se voir un moment à 20% de satisfaction. C'était ma prérogative, je me suis raté dessus. Non, mais si on commence à se culpabiliser, on n'avance pas non plus. Si on ne veut pas reconnaître qu'on est dans un système et que dès qu'on bouge un élément du système, une variable des équations, tout se met à bouger sans qu'on puisse tout maîtriser. Donc, il faut perdre cette idée de la maîtrise pour passer sur l'idée du surf. Le surf, on y va, mais à un moment, on prendra quand même forcément un bouillon, qu'on ait envie ou pas. Donc, la restitution publique des résultats, elle est fondamentale. Elle a permis aux salariés de dire « OK », et maintenant, ils nous ont posé une question. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, nous, la suite, c'est vers un accord d'entreprise. Donc, on a identifié, pas encore tout à fait, en tous les cas, là, on va se séparer un petit peu dans les syndicats et la gouvernance. On va identifier les axes de progrès. Parce que nos grilles de lecture ne sont pas les mêmes. Voilà. Et après, la nécessaire négociation. Si on ne comprend pas qu'à un moment, que ce soit eux, que ce soit nous, on ne revient pas en disant « ça a marché » et on a créé autre chose que mon idée et ton idée, mais qu'on a créé notre idée, qu'on a donc négocié. Si on rentre dans cette démarche, oui, moi, je ne sais pas aujourd'hui où on va aller de cet accord d'entreprise. Je ne sais pas et je ne le saurai jamais, puisque moi, je vais quitter mon poste. L'âge a sonné. Et c'est une démarche que j'ai engagée il y a 10 ans. Et un conseil m'avait dit très clairement, du jour où vous changez votre paradigme de management, que vous décidez de rentrer dans un management systémique ou complexe, si on reprend les théories d'un célèbre sociologue. Si on revient là-dessus, il faut 20 ans pour impulser une nouvelle démarche. Ça nous donne la mesure de la patience qu'on doit avoir et du temps qu'on doit être accompagné. Donc, les IRP réfléchiront à leurs axes aussi. Et puis, on se rencontrera pour une négociation annuelle obligatoire avec une thématique qu'on a choisie ensemble, de manière à avoir un accord d'entreprise. Je ne sais pas combien il va coûter. Ce n'est pas le problème aujourd'hui des gouvernants de notre association, qui sont, je le répète, très impliqués, très compétents. Le CSE est présidé par un bénévole, ancien délégué syndical, ancien conseiller des relations sociales chez Orange. La vice-présidence est tenue par une avocate, une ancienne avocate du droit de la santé. On a un conseil d'administration et un bureau extraordinairement compétent et qui nous laisse à chacun la place qu'on doit avoir. Parce que sur le terrain, c'est nous qui allons mettre en place. C'est les équipes aujourd'hui que je drive qui vont le mettre en place. Et puis, il y a deux choses qu'avait pas prévues l'association, qui avait pourtant une vraie propension à vouloir négocier. La première,
c'est la crise de 2018 où les syndicats et où toute l'organisation politique a décidé que ces tiers indispensables dans une société devaient être court-circuités. Et ça, c'est dramatique. Nous devons revitaliser nos syndicats dans nos boîtes. Nous en avons besoin. Aussi pénible à des moments soit-il, moi, ils me disent que j'en fais vivre la même pénibilité avec mon caractère et mes comportements. Donc la balle est bien au centre et on peut jouer ensemble. Mais surtout, ce qu'on n'avait jamais compris et qu'on ne pouvait pas deviner, encore qu'à bas bruit, ça s'entendait, le sacrificiel n'a plus sa place dans les motivations principales de nos salariés. Et même s'ils sont fiers de leur boulot, ils ont besoin d'un salaire beaucoup plus valorisant. Donc ce sacrificiel n'existe plus. Et surtout, s'il existe encore un peu, il n'a pas sa place dans les relations sociales qui doivent être plus équilibrées. Et la deuxième chose dans une organisation, jamais, 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 j'aurais pensé que nos associations seraient obligées de monter une agence d'intérim, une coopérative, mais une agence d'intérim, parce que les problèmes des contrats courts, temporaires, des remplacements, jamais, jamais, et moi j'ai fait des allers-retours, mais j'ai commencé dans le travail social en 1978, jamais, jamais, je n'ai été confronté à une telle pénurie de personnel, à un rapport au travail qui n'est plus du tout ce que moi j'ai connu et eu envie de faire. Et derrière, je ne peux pas reprocher à des médecins d'arrêter de faire 15 heures par jour, d'être complètement morts à la fin de leur journée, d'avoir des éducs qui ne comptent plus leurs heures, des transferts qui n'en finissent pas. On a besoin que les salariés se respectent dans leur esprit et dans leur corps. Donc, ça, c'est quelque chose que les dirigeants, quand ils ont créé Alteris, n'avaient pas vu venir. Mais c'est fondamental qu'on puisse entendre ce que le terrain nous dit et qu'on puisse ensemble concevoir des solutions, parce que ce n'est pas moi de ma place de technocrate, même si je connais très bien le terrain ou que je l'ai très bien connu, que je l'ai encore en tête, mais que mon corps et mon cœur ne le vivent plus comme les salariés qui, encore dimanche, ont fait jouer un droit de retraite tellement la situation était insoutenable par une gamine qui agressait au couteau des éducateurs. Oui, je pense qu'ils avaient le droit de mettre leur droit de retrait et qu'on a trouvé des solutions ensemble avec eux pour arriver à accompagner cette gamine dans sa souffrance et dans son délire. Mais si on ne les entend pas, si on ne les écoute pas, on n'arrivera pas. Nos organisations traditionnelles seront en échec. D'ailleurs, elles le sont déjà. Voilà. Donc, c'est ça qu'on en retire. Et c'est ça, ce long travail. Hein. Moi, la négociation, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je sais que moi, je quitte en septembre. Je sais qu'elle ne sera pas finie. Voilà. Mais c'est une démarche. Elle a été impulsée. Et on est 15 autour de la table pour continuer cette démarche. Et puis 16 avec Magali. Si elle a encore, elle aussi, l'énergie pour nous suivre. Voilà un exemple pratico-pratique d'une association qui est rentrée dans cette démarche et de dialogue social. Et ce dialogue social, sans dialogue social, j'espère vous l'avoir démontré, il n'est pas possible d'aller sur des meilleures conditions de travail. Mais rassurez-vous, sans bon salaire non plus. Merci beaucoup pour la transition sur l'expérimentation de l'action partenariale URIOPS-ARAG sur le dialogue social. Et tout simplement vous dire que cette action, en deux mots, cette action expérimentale a été menée en Auvergne-Rhône-Alpes par l'URIOPS en partenariat avec l'ARACT et également soutenue par la DRETS, et qu'elle avait pour ambition d'inciter les associations qui étaient volontairement engagées à concevoir de nouvelles pratiques de dialogue social. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Magali de l'ARACT. L'autre Magali. Magali Dubois-Wild. Très rapidement, vous dire, effectivement, on a parlé de l'ARACT, l'ANACT, donc c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ANACT, c'est l'Agence nationale. Vous présenter très rapidement qui nous sommes. L'Agence nationale existe depuis 50 ans. Si tu veux bien, merci. On a été créé sous l'impulsion des partenaires sociaux, les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. Et notre mission principale, vous l'aurez compris, c'est améliorer les conditions de travail en agissant principalement sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. On entend par là à la fois le dialogue social et les relations sociales au sein des structures. Petit distinguo, effectivement,
Si tu veux bien, merci. Petit distinguo, donc il y a une agence nationale et 16 délégations régionales situées sur l'entièreté du territoire français. Et nous avons vocation principalement... Merci. Nos modes d'action, c'est l'accompagnement d'entreprise, vous l'aurez compris, des partenariats aussi, comme on a eu l'opportunité de le faire, et ce partenariat se poursuit avec l'URIOPS Auvergne-Rhône-Alpes. On fait aussi, bien sûr, des formations. On diffuse, notre vocation première, c'est quand même de diffuser des outils et des méthodes éprouvées. Diffusion auprès d'acteurs relais. Par exemple, l'URIOPS, on considère aujourd'hui, au regard de notre partenariat un peu historique maintenant, que l'URIOPS, c'est potentiellement un acteur relais des méthodes éprouvées dans différentes formes d'expérimentation. Nous menons aussi des études et de la veille sur un certain nombre de sujets qui ont trait aux conditions de travail, dont celui qui est le cœur de notre atelier, la question de l'appui au dialogue social. Peut-être faire un petit détour autour de cette question du dialogue social. Le positionnement de l'ANACT, c'est de dire que finalement le dialogue social, c'est un travail. C'est un travail, certains ont évoqué la question d'un projet. Alors c'est un travail à part entière au sens où il mobilise un certain nombre d'interlocuteurs qui bien souvent, et ça a été dit aussi par Pascal Bertocchi, ont des fonctions différentes au sein des structures, mais aussi des points de vue différents, à la fois sur le travail et les conditions de sa réalisation, mais aussi sur les enjeux. Les syndicats, effectivement, portant un certain nombre d'enjeux, les directions portant d'autres enjeux qui ne sont pas irréconciliables, mais qui sont parfois incompatibles ou difficiles à rapprocher parce que les acteurs peuvent être aussi sur des jeux de posture. Et donc, c'est dans cet espace privilégié qu'est le dialogue social que peuvent être traités, en tout cas, des sujets à enjeu qui peuvent permettre de résoudre des problèmes, de contribuer aussi au bon fonctionnement global des entités, à la fois sur le plan économique, mais aussi social. Pour ce faire, on préconise effectivement de porter attention à 3 leviers. Le premier étant de se doter de méthodes. C'est pas tout, effectivement, de vouloir améliorer la QVCT, mais effectivement, il y a un enjeu autour de la méthode, des étapes, des moyens aussi que l'on met à disposition de cette méthode. C'est aussi la question de l'appropriation des sujets. Quand on parle de QVCT, ça a été aussi dit de manière humoristique, la QVCT, ça n'est pas les séances de yoga ou autres salles de sport. C'est prioritairement les questions du travail et d'organisation du travail. Et cela nécessite en premier lieu de se mettre d'accord avec les acteurs de l'entreprise sur la manière de définir ce sujet. Et enfin, c'est aussi, et ça a été aussi un peu dit en creux, la question de la qualité des relations, qui est bien souvent un sujet un peu, je dirais, singulier ou particulier, parce que c'est difficile de reconnaître qu'on a des conflits larvés, que parfois on ne s'entend pas, que souvent on ne se comprend pas, qu'on a beaucoup de non-dits. Et tout ça constitue pour nous, au sein de l'ANACT, un préalable dont il est nécessaire de s'emparer avant de pouvoir traiter des questions de fond. Dit autrement, on invite les acteurs qui souhaitent s'emparer de toutes sortes de sujets qui ont trait au dialogue social à travailler autour de ces 3 piliers que sont effectivement la méthode et le fonctionnement du dialogue social. Que ce soit les instances de représentation du personnel comme des sujets autour de la négociation collective, en regardant effectivement comment ça fonctionne concrètement. Est-ce qu'on a des temps de préparation suffisants? Quand on va en réunion de CSE, est-ce qu'on a préparé de manière suffisante, mais il s'agit de poser la question à la fois aux directions comme aux représentants du personnel, est-ce qu'on a suffisamment préparé nos dossiers? Est-ce qu'on a instruit les choses? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'on est en capacité de répondre aux questions de part et d'autre, encore une fois? Donc, c'est le travail préparatoire, c'est aussi le travail en séance, de pouvoir parfois, si c'est nécessaire, suspendre une séance de travail en CSE pour faire un pas de côté parce qu'il y a des incompréhensions. C'est aussi de pouvoir se poser la question de l'appropriation des sujets. Est-ce qu'on a, à minima, de manière conjointe et partagée, une connaissance sur le sujet? Magali Ollier parlait tout à l'heure de la prévention des risques psychosociaux. Ça n'est pas un petit sujet, mais c'est important aussi de savoir comment on le définit conjointement. Et enfin, la question de la relation. Je l'ai dit, je n'y reviendrai pas, mais c'est quand même un élément qui est, je dirais, un prérequis sur lequel il faut porter attention, parce que c'est aussi de la qualité de la relation que va déterminer l'entièreté des processus, à la fois de la méthode et de l'appropriation des contenus. Et enfin, de manière plus fondamentale, en tout cas ce qu'on appelle une fondation, c'est effectivement la vision qu'ont les acteurs du dialogue social. Nous ne sommes pas dupes, et pour avoir conduit un certain nombre d'actions paritaires, puisque c'est
je dirais, l'ADN du réseau Anactaract, c'est de pouvoir regarder d'un peu plus près la vision qu'ont les acteurs du dialogue social et de sa qualité. Est-ce que c'est une obligation réglementaire? On réunit les instances parce qu'on doit réunir les instances, ou est-ce qu'on veut en faire un réel espace de travail, un projet finalement intégré à l'entreprise? Donc revenons peut-être sur les étapes de la démarche. Une démarche qui s'est déroulée, vous voyez, de 2020 à 2023, hein, qui s'est un petit peu étalée dans le temps en raison de la crise sanitaire au départ. En tout cas, 4 étapes hein, que je vais rappeler rapidement avec une étape 1 sur une phase de sensibilisation. Une phase de sensibilisation qui avait évidemment pour objet de présenter l'action et de repérer des objets de travail possibles. Et puis ensuite, durant cette période-là aussi, s'est déroulé le recrutement des sites pilotes ou des associations qui souhaitaient s'engager dans cette action partenariale sur le dialogue social. Il y a eu au départ 6 associations, puis au final 4 associations relevant de secteurs différents, protection de l'enfance, aide à domicile, personnes âgées, CSI. Ils se sont engagés volontairement. Et puis les 4 associations qui finalement représentaient un panel représentatif au niveau des effectifs assez différents et qui avaient aussi des structurations de dialogue social assez différentes et surtout des enjeux tout à fait différents d'une association à une autre. Donc la phase qui a suivi, bien évidemment, qui est la plus importante, c'était celle des accompagnements individuels et collectifs dont ont pu bénéficier ces 4 associations, sur lesquelles on reviendra juste après au niveau de la démarche qui a été mobilisée. Et la phase 4, qui est correspond à l'année 2023, elle fut plus particulièrement consacrée à la capitalisation et au bilan de l'action. Alors, au titre du bilan, l'URIOPS et l'ARACT ont organisé, avec la participation de la DRETS, une journée d'études en fin d'année 2023 pour valoriser les expériences engagées dans cette action régionale sur le dialogue social. Et plus particulièrement, au titre de la capitalisation, cette fois-ci, l'implication des associations volontaires dans cette expérimentation a également permis d'élaborer un rapport qui porte le nom finalement de cet atelier sur le dialogue social, levier de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Et cette étude propose avant tout une capitalisation des éléments qui ont été produits au cours de l'action. Et la finalité, c'est évidemment d'essaimer ces nouvelles pratiques dans notre secteur. Donc, un mot cette fois-ci sur la démarche qui a été mobilisée. Donc là, un petit focus finalement sur les appuis et accompagnements, de même que sur les sujets qui ont été identifiés au cours de cette action. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche qui a été proposée donc, aux associations engagées s'est traduite par un engagement, on peut qualifier au long cours. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 formes d'appui finalement, 2 formes d'accompagnement, des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. Sur le plan individuel, chacune des associations a bénéficié d'un certain jour d'accompagnement, 4 à 5 jours. Et ces accompagnements individuels ont été alternés de séminaires collectifs avec, au sein desquels des ateliers ont été organisés et ont surtout permis de partager des expériences et également de travailler sur des problématiques communes, alors que les accompagnements étaient plutôt ciblés sur des sujets qui avaient été identifiés en amont. Alors parallèlement, il y a eu des temps intercession que les associations ont mobilisés pour s'approprier en fait les éléments qui avaient été travaillés aussi bien dans le cadre des séminaires collectifs que dans le cadre des appuis individuels et qui ont pu être aussi réintégrés, je crois qu'on l'a entendu, dans les pratiques quotidiennes. Alors, un mot sur les différentes pistes de travail qui ont été envisagées dans le cadre de cette expérimentation, à la fois dans le cadre des séminaires collectifs et dans le cadre des appuis individuels. Sujets de travail qui ont été repris dans le document de capitalisation évoqué juste à l'instant.
on en a parlé, je crois Pascal Bartocchi l'a évoqué, un grand sujet qui était clarifier les registres de dialogue, c'est-à-dire s'interroger et comprendre sur les différences qu'il existe entre ces notions d'informer, consulter, concerter, négocier. Pour aussi reprendre un thème évoqué par Magali Dubois, c'est améliorer la qualité des échanges et veiller à la qualité des relations, fut un sujet très important qui a été traité à plusieurs reprises et qui a été évoqué aussi au cours du précédent témoignage. Et il y a aussi la notion de relation mandant-mandaté avec l'idée du renforcement des liens entre les salariés et leurs représentants. Et puis enfin, qui est un autre sujet également abordé juste avant, c'est appréhender la négociation collective à travers la vision, les processus des négociations et les méthodes de négociation, thème qui a fait l'objet d'un séminaire collectif et aussi qui a été abordé dans le cadre de différents appuis individuels. Donc, sur cette présentation et la démarche mobilisée, je veux m'arrêter là et je vais surtout passer la parole à Michel Monnier, donc, qui est président de l'association Santé Aujourd'hui, association donc, qui a participé à cette action collective et partenariale sur le dialogue social. Donc, merci. Monsieur Meunier, peut-être pouvez-vous présenter l'association Santé Aujourd'hui, le secteur, nombre de salariés? Avec plaisir. Vous avez dit que c'était assez différent d'une association à l'autre. Donc effectivement, on n'a pas grand-chose à voir en termes de taille avec mon collègue de chez Alteris. Bien qu'on soit donc une association, nous intervenons dans le secteur médico-social à Saint-Priest, donc dans la banlieue est de Lyon, quartier prioritaire sensible. Notre structure est une association à but non lucratif, évidemment. Elle existe depuis 26 ans et nous gérons un centre de soins infirmiers, CSI, et un service de soins infirmiers à domicile, un SIAD, pour les personnes âgées ou dépendantes ou handicapées. Tout ça est géré par un petit conseil d'administration de 5 personnes plus un représentant de la mairie. Et j'en suis le président depuis 1 an et demi. Donc, ce n'est pas moi qui ai initié l'action, mais je l'ai porté. Notre budget, grosso modo, c'est 1 million d'euros et nous avons 18 équivalents temps plein en termes de salariés. Voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Nous gérons une petite 50aine de patients à domicile dans le cadre du SIAD et nous effectuons une 50-60 soins dans notre centre de soins infirmiers tous les jours. Côté relations sociales, nous avons donc, compte tenu de notre taille, un CSE avec une titulaire et une suppléante qui s'est renouvelée en fin d'année d'ailleurs. Et nous relevons de la convention collective de la branche d'aide à domicile, la BAD, bien nommée. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, on va reparler peut-être du démarrage de l'action et peut-être que vous donniez quelques mots sur votre contexte en termes de dialogue social, même si vous n'étiez pas tout à fait au démarrage. J'étais déjà dans le conseil d'administration. Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans les années 2021-2022, quand tout ça a été initié, 2021 plutôt, on était dans un environnement Covid ou post-Covid, où les échanges directs, les relations directes étaient largement entamées, voire inhibées. Et a fortiori pour les personnels soignants qui interviennent au domicile de la patientèle, des bénéficiaires, la période Covid a été particulièrement difficile et compliquée. Donc le contexte était déjà tendu de ce point de vue-là. Et on a cumulé plein de choses négatives, enfin pénibles. La directrice qui s'était absentée, donc avait une remplaçante, s'est absentée. La directrice est retournée et travaillée suite à un arrêt maternité, donc un changement de direction. La présidente qui était ma prédécessrice qui était en place depuis plus de 20 ans, âgée de, enfin, comment on dit, très âgée, souhaitait passer la main et était un peu fatiguée de porter cette association depuis 26 ans. Et tout ça a généré beaucoup de flou
dans les relations et les rôles entre les administrateurs, le CSE, la direction, enfin, là, si on faisait un tableau avec les relations, c'était vraiment des traits dans tous les sens. Hein. Donc, les rôles très mal définis avec beaucoup d'interférences. Donc, inévitablement, des tensions au sein du conseil d'administration et les échanges salariés, CSE, direction, conseil d'administration, et dans l'autre sens, en cascade, n'étaient pas très productifs, on va dire, ou efficients. Donc, il y avait la volonté du CSE de travailler en direct avec le conseil d'administration, ce que le conseil d'administration se refusait à faire pour ne pas bypasser la légitimité et le rôle de la direction, ce qui paraît normal, mais ce qui crée des frustrations, des incompréhensions, et en tout cas à tous les niveaux. Voilà d'où on est parti. Et ensuite, quelles ont été les étapes mises en œuvre, la démarche mobilisée et plus particulièrement les sujets que vous avez identifiés dans le cadre de cette action? Alors effectivement, la présidente, donc je le dis, qui était un peu cherchait un peu à passer la main et à remettre un peu d'ordre avant de passer la main, a saisi l'opportunité présentée par l'expérimentation URIOP-SARACT d'engager cette action dialogue social dans un seul but, c'est de faire retomber la pression qu'elle subissait et de un peu normaliser le fonctionnement. Donc, bien sûr, on a choisi l'URIOP-SARACT parce qu'il y avait cette proposition et qu'on avait déjà travaillé, notamment avec l'URIOPS, pour la refonte de notre projet associatif quelques mois avant. Donc, il a été décidé d'étendre la participation de tout le conseil d'administration à cette action, ce qui est un élément important, puisque la gouvernance associative fait qu'effectivement, c'est le CA qui a le pouvoir de validation sur beaucoup de choses. Donc, chaque groupe d'acteurs qui travaille à Santé aujourd'hui a travaillé sur le thème de la reconnaissance, parce que finalement, c'est un mot qui est revenu assez souvent. La reconnaissance, les élus ont interrogé le personnel, la directrice a travaillé avec ses coordinatrices, infirmières, et les administrateurs ont travaillé entre eux. Et tous ces éléments ont été mis en commun et partagés lors des séances d'accompagnement que Gaëtan Barraud a évoquées tout à l'heure. Donc, bien sûr, cette mise en œuvre a permis de mieux se comprendre. Il n'y avait pas de mal. On partait d'assez bas. Et de définir des actions concrètes et prioritaires avec ce qu'on a appelé la feuille de route, l'élaboration d'une feuille de route, enfin un listing d'actions. Hein. Et notamment dans le but de normaliser la relation conseil d'administration, CSE, direction. Cette feuille de route qu'on a établie, on l'a priorisée avec des actions court terme, moyen terme, long terme, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Et notamment, on y a intégré les perspectives de certaines réformes, notamment la réforme des SAD, je ne sais pas si ça parle à certains, pour les SIAD. Donc, on est dedans. On a des réformes de territoire avec les métropoles de Lyon, on est dedans aussi. Voilà, donc on a essayé d'instiller tout ça, parce que finalement, c'est notre futur. Et cette feuille de route, ce tableau de bord, finalement, c'est mon pense-bête, et à chaque conseil d'administration, on s'y réfère quand on ne sait plus quoi traiter. Enfin non, mais on s'y réfère régulièrement. Voilà pour les outils ou la méthodologie. Encore une fois, nous, on a un intervenant CSE, on a une petite structure face à mon camarade là, qui est un mastodonte comparé, même s'il est gouverné par une association. Oui, je ne parlais pas de toi, mais je vais y dire. Pardon. Ça, c'était un peu pour les étapes, mais maintenant, là, au niveau des enseignements de cette action, qu'est-ce que ça a produit? Alors, effectivement, on a réussi à prendre le virage de l'ouverture du conseil d'administration au CSE et au personnel. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, c'était très étanche. Hein. Une ouverture au dialogue au personnel et à leurs représentants pour que chacun puisse
jouer son rôle et prendre sa place. Donc de ce fait, l'installation du dialogue, de la forme de reconnaissance, ça a apporté une certaine visibilité dans la relation, quoi. Et puis surtout, là, je parlais de mastodonte, l'appui individuel, ça nous a permis de dépasser les tensions et de mettre en place de nouveaux modes de dialogue et de communication. Un petit exemple, le président que je suis, lorsqu'il y a une problématique du moment, que ce soit les remboursements kilométriques, la canicule, etc., je fais un petit mot que j'adresse au CSE qui a rediffué. Voilà, c'est des petits trucs, ça ne coûte rien, mais ça montre l'écoute, la prise en compte des réalités et le fait qu'on est dans le concret. Et une fois par mois, on a décidé, une fois par trimestre, on a décidé que le président ou un administrateur participe aux réunions du CSE avec la direction. Ça aussi, c'est nouveau. Et dans l'autre sens, lorsqu'il y a un événement ou un sujet pratique, on invite le représentant du CSE au CA. Alors ponctuellement, pas sur tout le CA, quoi, mais ça aussi, c'est nouveau. Et ça va dans le sens de la décrispation et de la dédramatisation. On avait par exemple pour habitude d'octroyer des primes pour les, on va dire, milieu d'année, la fête des mères ou assimilée, et puis pour Noël. Bon, compte tenu qu'on a eu des situations assez déficitaires ces 2 derniers exercices, on en a supprimé quelques-unes. La première fois, c'était l'émeute. Supprimer des primes, c'est l'avantage acquis, machin. Pourquoi on n'a pas la prime de machin? Et c'est quoi ce bazar? Pourtant, ils sont subventionnés. Enfin bon. La dernière fois qu'on a supprimé une prime, c'est moi qui suis allé. Et effectivement, j'avais bien préparé. On parlait du temps de préparation pour les réunions CSA, mais côté président, j'avais bien préparé mon truc. Et donc, j'avais expliqué le contexte, l'aspect financier de l'association, que les salariés n'entendent jamais, le contexte, les évolutions, etc. Et à la fin, j'ai dit, pour préserver l'avenir de l'association et la pérennité, on est ponctuellement obligé de suspendre l'octroi. C'est passé comme une lettre à la poste, alors que j'avais le plan A, le plan B, le plan C. Si jamais la communication était tendue, voire vigoureuse. Donc voilà, c'est le genre de petites choses, effectivement, qu'on a améliorées, alors que je rappelle qu'auparavant, le conseil d'administration était étanche. Voilà, donc on participe aussi, un membre du CA participe aux propositions de formation. Pareil, c'est pas très compliqué, mais c'est des choses qui ont été demandées, donc on le fait. Et puis on va travailler, parce que ça c'est une action de long terme, à la rédaction d'une charte pour formaliser les avantages à travailler dans notre association. En clair, par rapport à une infirmière libérale, quels sont les avantages qu'elle a à travailler dans une assoce comme la nôtre? Et finalement, il y en a pas mal d'avantages quand on les liste. Donc ça, on voudrait associer les CSE et une partie du personnel, parce que ce résultat de cette charte d'attractivité, on peut l'appeler comme ça, alors tout le monde en parle, mais la problématique est la même, et là on la partage, chers voisins. Effectivement, si on y associe le personnel, déjà on valorise et on reconnaît leur job, et deuxièmement, c'est un outil effectivement de recrutement en communication interne et externe. Voilà le genre d'enseignement ou d'action qu'on a pu mener. Alors ça reste on a une toute petite structure, donc effectivement ça reste modeste, mais quand même il y a eu un gros changement. Voilà, je peux continuer, mais comme il est 17h50, je m'arrête. Peut-être un bilan rapide? Alors, bilan, oui, mais il faut bien en faire un, puisque... oui. Donc, cette action, c'est clair, ça a permis de clarifier et de repositionner le rôle de chacun, et de mettre en place les bons éléments de langage. Et notamment, il y a eu beaucoup moins d'affect dans la relation.
On a plus essayé de dialoguer entre les fonctions et non pas les personnes nominatives, quoi. Enfin, et ça, effectivement, c'était un défaut récurrent dans le passé. Hein. Et puis, cette nouvelle manière de fonctionner, ça a permis d'éviter l'isolement de la direction. Hein, quand le CSE dit, bah voilà, moi je veux ci, je veux ça, je voudrais qu'on fasse ça, eh bien, bah, j'en parle, la directrice dit quoi? Je vais en parler au CA, le mois d'après, évidemment. Le mois d'après, le CA dit oui, non, peut-être, etc. La direction au prochain CSE redescend l'information. C'est un rôle quand même assez peu confortable. Donc le fait que le CA ou le président prenne part et raccourcisse ce circuit d'aller-retour, ça met la direction plus à l'aise pour gérer l'opérationnel, parce que son job, c'est de gérer l'opérationnel à la direction quand même. Voilà, donc... et puis il y a aussi une notion qu'on a comprise, c'est de partage des enjeux. Hein, on est dans des situations où le contexte on est très contraint par le contexte, que ce soit les financements, que ce soit le contexte économique, le contexte, je dirais, de virus ou de pas de virus, enfin, de pandémie, pas pandémie. Enfin, on est très contraint. Donc, partager ensemble la lecture de la situation dans laquelle on est, je crois que ça, c'est un des principaux enjeux et un des principaux acquis de cette action. Et quand on partage et qu'on explique et qu'on fait de la pédagogie, ben, les esprits intelligents arrivent à peu près comprendre la même chose. Hein. Et donc, si on voulait résumer un petit peu ce travail-là, ce serait reconnaissance, hein, finalement. La reconnaissance du rôle de chacun, la reconnaissance des salariés, la reconnaissance des administrateurs qui sont bénévoles, comme moi, la reconnaissance de la situation collective, des succès importants, des difficultés et la prise en compte de l'environnement. Donc, en clair, aujourd'hui, je pense que les relations sociales sont beaucoup plus apaisées qu'elles l'étaient il y a 2 ou 3 ans. Et on a trouvé un certain état d'équilibre parce que finalement, tout le monde s'est à peu près approprié cette notion de dialogue social, surtout au niveau du conseil d'administration. Un petit écueil, c'est qu'effectivement, on y a fait participer les élus CSE et qu'on a eu un renouvellement des élections là, fin décembre, là, et qu'on a 2 nouvelles élus, donc il faut les rééduquer, si je peux me permettre, ou les recycler dans ce processus-là pour que ça continue. S'approprier, c'est bien, mais il faut faire perdurer. Voilà. Oui. En tout cas, merci. Il faut poursuivre la dynamique. Merci à nos aides externes qui ont été, sans lesquelles on n'aurait pas fait grand-chose. Voilà, une petite association. Merci, Monsieur Monnier. Voilà, peut-être qu'on va partager des moments avec vous, cette fois-ci, à travers ces témoignages et ces thématiques. Et réserver donc ces dernières minutes pour quelques questions, interrogations, ou, réactions ou témoignages. Oui. Oui. Ouais, prends-moi. Quoi? Bon, attends, oui, ah oui, c'est enregistré. Ah oui. Non, c'est pas grave. Bonjour. Moi, c'était juste une remarque, et d'ailleurs, ça concerne votre intervention tout à l'heure, sur le fait qu'au début, vous avez parlé du fait que l'organisation était un des leviers de la qualité de vie au travail. Et à la fin, plusieurs slides plus tard, c'était une des raisons de la dégradation de la qualité de vie au travail, était justement le changement dans l'organisation. Donc, c'est plus pour se dire que l'organisation est vraiment un point central qu'il faut visiblement pas négliger et prendre avec pincette. Mais voilà, on le retrouvait sur à la fois le levier et à la fois un des vecteurs de dégradation. Plus une remarque, voilà. Je ne sais pas si je dois répondre à ça, mais en tous les cas, je partage. Oui, c'est juste... Oui, en fait, ce que j'évoquais, c'était le fait d'essayer d'agir sur l'organisation du travail. Enfin, c'est l'organisation du travail. Et effectivement, quand il y a des changements dans l'organisation du travail, comme on l'a vu avec les témoignages, c'est là où il faut veiller à ce qu'on associe le plus possible les professionnels.
notamment par le biais de leurs représentants, mais pas que. Et ça, c'est le levier d'amélioration, effectivement, de la qualité du travail. Tout à fait. Quoi qu'il y avait une question. Alors, oui. C'est pas une question, c'est plus pour apporter encore un autre regard parce que je pense qu'il n'y a pas une seule façon de construire l'amélioration de la QVCT aujourd'hui. Nous, à la Sauvegarde du Nord à Lille, on a eu une démarche un peu différente. On avait eu par notre complémentaire santé un baromètre bien-être. C'est un peu à la mode, on vous proposera peut-être ça. Souvent, c'est des choses très généralistes qui s'adressent autant aux sanitaires qu'aux social, aux médico-social. Donc, les données qu'on en sort ne sont pas forcément extraordinaires. Et parfois, on se heurte au fait que les organisations syndicales sont contre ce type de baromètre parce qu'elles se disent ça rapporte de la donnée chiffrée pour des complémentaires santé, pour la privatisation de la santé, et donc il y a un boycott. Donc effectivement, on avait eu 41% de réponses là-dessus. C'est peut-être différent pour Harmonie Mutuelle qui est issu de l'ESS, mais en tout cas, nous, c'était Malakoff Humanis pour ne pas les citer, et ça a été très mal pris. On a refait un autre questionnaire et là, on a eu plus de 950 répondants sur 1300 salariés en CDI. La différence, c'est que déjà, on est venu leur parler de QVCT, on est venu prendre l'engagement devant eux par le biais d'une vidéo assez simple qui expliquait ce qu'était, qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et qu'on avait besoin de la participation de tous pour venir questionner leur qualité de vie et leurs conditions de travail. Ensuite, on a fait des groupes de travail, on a 100 personnes qui ont participé. Et après tout ça, les organisations syndicales nous disaient « Allez, on fait un accord, c'est super et tout ». Et on a dit « Je ne crois pas qu'on va faire ça. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place une commission statutaire qui sera intégrée à notre CSE qui va être renouvelée là, qui gérera un budget de 160 000 € aujourd'hui, mais qui évolue tous les ans. Et en fait, on va être en tant qu'employeur le facilitateur pour faire émerger les vraies questions QVCT des équipes sur leur terrain et pour les accompagner dans la réalisation de leur action. Donc maintenant, on a renvoyé la balle aux équipes et on a 70 équipes de proximité qui sont en train de rédiger leur propre fiche action. Donc elles ont déterminé la chose qui collectivement, mais ça peut être 5, 10, 15 personnes, tendaient à ne pas améliorer leur qualité de vie et leurs conditions de travail. Et ils prennent l'engagement tous ensemble de réaliser telle ou telle action corrective dans tel ou tel délai, avec tel ou tel besoin. Et c'est là qu'ils peuvent solliciter la commission QVCT, y compris de l'accompagnement en termes de ressources humaines, etc. Et c'est intéressant parce que la commission, elle va suivre leurs travaux, elle va leur apporter un peu d'accompagnement si besoin, elle va débloquer des budgets ponctuellement, mais surtout, elle va venir leur dire « Nous, dans 6 mois, vous aviez mis 6 mois comme réalisation de votre action, on va venir vous en parler dans 6 mois, mais si vous ne l'avez pas réalisé, votre action, c'est pas grave, il n'y a pas de bonne note, il n'y a pas de mauvaise note. Juste, vous n'aurez pas amélioré votre propre condition de travail. Et c'est pas grave, peut-être que vous aviez mal cerné le sujet ou peut-être que vous avez manqué d'outils et de moyens. Alors, on va vous accompagner. » Et c'est intéressant, mais ça nécessite vraiment que tout le collectif sente que la QVCT, ce n'est pas la question de l'employeur et ce n'est pas non plus la question des organisations syndicales. C'est la question de tout le monde à sa place parce que je peux tous les jours améliorer ma QVCT et celle de mon collègue. Merci pour ce témoignage et ces exemples de structuration. Quand je parlais un peu de structurer une démarche, on est en plein dedans dans la structuration d'une réelle démarche de QVCT et une réelle impulsion de tous les acteurs. Comme il est pile l'heure, je vous remercie donc de votre attention et vous dis à bientôt. Ok.